Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Café des Beaux-Arts du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Au nom des IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, je vous invite à ce beau café scientifique sur un thème fort important, c'est celui de la participation du patient dans la recherche, avec ce soir en vedette une maladie qui est dramatique pour ceux qui la vivent, c'est la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique. Alors, la façon dont ça va fonctionner, ce café, c'est très simple, hein? Ça se veut un endroit convivial, même si on n'est pas dans un vrai café. C'est de pouvoir échanger. Alors, soyez généreux. Vous allez écouter les panélistes ici en avant, mais après, prenez des notes, posez-vous des interrogations qui pourraient susciter un débat. Alors, le but, c'est de pouvoir échanger sur l'état de la recherche des soins, sur les soins aux patients, la recherche qui se fait, la recherche clinique et l'avenir. Donc, c'est très important. Ici, au Canada, on a des programmes de recherche, il se fait de la recherche, donc il faut en parler, il faut aussi la mettre en perspective avec ce qui se fait ailleurs. Donc, le plan de match est le suivant, c'est très simple. Je vais présenter rapidement nos 4 panélistes et ensuite, je vais leur donner 5 minutes. C'est pas très long, 5 minutes, mais ils auront 5 minutes pour donner un résumé de leur perspective sur la SLA. Et ensuite, on va prendre une petite pause, une pause café de 15-20 minutes. Alors, vous avez la chance de venir peut-être leur parler, leur jaser un peu. Et ensuite, on va se réunir à nouveau. Et là, on va avoir une période de questions d'environ 1 heure. Alors, je crois qu'on aura le temps de pouvoir se connaître et de discuter de cette maladie très importante. Dans un premier temps, je sais que les gens ici ont tous un intérêt, mais je vais quand même en 2 minutes résumer un tout petit peu, mettre en perspective cette maladie-là. Donc, elle portait jadis le nom, et elle porte encore en Europe le nom de la maladie de Charcot ou la maladie de Lou Gehrig aux États-Unis, en l'honneur de cet homme qui en a souffert. C'est une maladie neurodégénérative des neurones moteurs chez l'adulte. La cause reste un mystère, hein? On aimerait bien savoir ce qui cause cette maladie-là. Ça touche les 2 sexes. Et on trouve beaucoup plus de patients à partir de l'âge de 40 ans. Sa prévalence est d'environ 2 pour 100 000 personnes par année, c'est-à-dire que l'incidence est de 2 pour 100 000 par année, la prévalence est de 5 à 7 personnes sur 100 000. Donc, ça n'en fait pas de maladie très rare, comme certaines maladies à 1 sur 1 million, mais c'est quand même une maladie relativement rare. Rapidement, il y en a de 2 types. La SLA sporadique, c'est 90% des cas dont on ne sait pas l'origine exacte. Tous les facteurs de risque qu'on retrouve sont un peu disparates. Exposition aux pesticides, traumatisme physique, on a vu beaucoup ça chez les sportifs et les gens au combat. Des facteurs de risque comme le tabac, l'alimentation grasse, l'entérovirus. Alors donc, on a plusieurs pistes, mais rien de vraiment solide. Il y a une SLA ensuite génétique qui est assez rare, 5 à 10% des cas. On voit une mutation sur le gène SOD1, sur le chromosome 21. On cherche d'autres gènes qui pourraient être associés à cette forme-là. L'espérance de vie, bien, elle est de 50% à 3 ans. Il y en a qui sont chanceux, ont une forme lente. Donc, certains peuvent passer 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de leur vie avec la forme lente. Traitement, il y a le Riluzole qui, de quelques mois, peut ralentir un tout petit peu la forme agressive, mais on n'a pas de traitement vraiment efficace. Moi, personnellement, j'ai un ami et un collègue que je salue ce soir, Bruno Bonamigo, qui était chef d'information à Radio-Canada. Et Radio-Canada fait de longs reportages sur son cas et il était mon patron. Et c'est un homme courageux qui a décidé d'aller jusqu'au bout de cette maladie-là sans traitement. Il était contre mourir dans la dignité. Lui, il a voulu le vivre au complet. C'est un homme qui, ce soir, je salue. Et je lui dédie ma petite performance de ce soir. Bruno, bravo. On aura la chance ce soir de parler du partenariat, donc patient-recherche, des traitements, de la recherche, du vécu des patients.
Donc, sans plus tarder, j'aimerais quand même présenter brièvement, je vais revenir avec une présentation un peu plus exhaustive tantôt, en commençant immédiatement à ma gauche, donc Vincent Dumez, qui est co-directeur de la direction de la collaboration et partenariat au partenariat patient, c'est-à-dire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. À côté de M. Vincent Dumez, il y a le docteur Geneviève Matte, qui est neurologue, spécialisée dans la maladie, la SLA. Elle a d'ailleurs fait une spécialité là-dedans à l'hôpital Notre-Dame du CHUM. Et à ses côtés, le docteur Benoît Gentil, qui est, lui, du côté de la recherche au département de kinésiologie, de neurologie de l'Université McGill. Et non le moindre, celui avec qui on va démarrer notre premier sprint de 5 minutes, le très sympathique Alain Bérard. Bonsoir, M. Bérard. Bonsoir. Vous êtes vous-même atteint d'une forme lente de la SLA. Je vais juste lancer les choses. Alors, non seulement il est patient, donc il vit cette maladie-là, il est membre et administrateur au conseil d'administration de la Société SLA du Québec. En 2010, M. Bédard a senti une fatigue. Hein? Et l'année suivante, en 2011, à l'âge de 45 ans, il a reçu un diagnostic. Alors, donnez-nous un peu, peut-être, je vais vous lancer pour votre 5 minutes. Maladie relativement rare. Quand on apprend ça, c'est certain que c'est bouleversant. Mais vous avez décidé de vous impliquer personnellement, non seulement dans l'organisation, mais également dans les traitements. Vous êtes un patient participatif à la recherche. Donnez-nous un peu ce qui vous motive dans tout ça. Là. Absolument. Écoutez, je me suis pris des notes, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup là, de l'introduction. Je suis très heureux d'être parmi vous, chers amis panélistes. Merci beaucoup à l'auditoire d'être aussi présente en grand nombre. Je suis vraiment heureux de voir aussi des gens qui sont atteints de la SLA qui sont ici ce soir. Ça me touche beaucoup. Il y en a quelques-uns que je connais personnellement. Et donc, je me sens moins seul ce soir. Je suis content d'avoir des chums SLA à côté de moi. Donc, oui, je suis une personne atteinte. Je suis une personne qui a décidé de s'impliquer, oui, dès le départ. Il y a une raison intrinsèque que j'appelle pourquoi que j'ai décidé de m'impliquer comme ça. Donc, puis je pense que ça rejoint beaucoup de gens, évidemment. C'est le désir de vivre. Le désir de le faire, pas juste pour soi, mais surtout pour les autres, de donner au suivant, ramène beaucoup à la personne qui s'implique. On parle beaucoup de gens qui donnent du bénévolat rendus à la retraite, ou même il y a des gens qui donnent du bénévolat. Il y a une raison pour ça. Hein, on ne le fait pas de façon monétaire, on le fait parce que ça nous tient à cœur. Donc, essentiellement, moi, pourquoi j'ai décidé aussi de me battre, évidemment, c'est pour ma famille. C'est pour ma femme, c'est pour mes 2 enfants, c'est pour mes 2 frères qui sont ici présents ce soir, qui sont venus à mes côtés, venir m'appuyer puis m'épauler. Puis ça, c'est très important pour moi. Donc, je le fais pour mes amis, je le fais pour ma famille. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer au niveau de la SLA du Québec, mais aussi en participant à 2 projets de recherche jusqu'à présent. J'ai énuméré un paquet de critères. Pourquoi? Mais on va en discuter probablement pendant l'heure qui va suivre. Les critères qui nous motivent à s'impliquer dans un projet de recherche, dans un protocole de recherche. Mais il y a aussi des risques reliés à tout ça. Alors, il faut faire la part des choses, puis je pense que essentiellement, les discussions qu'on aura probablement ce soir, je ne sais pas vers où qu'on va s'en aller, mais moi, je ne suis pas ici pour pousser les gens à aller vers un protocole de recherche ou non. Je crois que ça appartient à tous et chacun. On le fait, c'est un choix qu'on fait pour soi. Et je pense que c'est vraiment la valeur la primordiale qu'on doit se donner, surtout lorsqu'une maladie incurable comme la SLA qui touche tout près de 3000 Canadiens, on parle d'environ 600 Québécois,
s'il y a une centaine de personnes qui vont recevoir le diagnostic cette année, malheureusement, il y a aussi une centaine de personnes qui vont en décéder. Et moi, je me dis que si on ne fait pas de recherche sur la SLA, si on ne s'implique pas, ça ne fera pas avancer les choses. Alors, je pense de se donner une chance, finalement. Et peut-être que moi, je ne pourrais pas en bénéficier, mais je pourrais en faire bénéficier d'autres dans le futur. Alors, c'est mon point de vue. Merci. C'est merveilleux, vous avez fait ça en 5 minutes, félicitations. C'est pas nécessairement évident là, du premier coup, 5 minutes. Alors, passons maintenant au docteur Benoît Gentil. Alors, nous avons avec nous un Français expatrié maintenant québécois, c'est bien cela? Ça, oui. Qui est physiologiste, qui a étudié à l'Université de Grenoble, ensuite a fait sa maîtrise à l'Université de Paris Diderot en pathologie, spécialisée en nutrition. Oui. Et ensuite, à l'Université Joseph Fournier, a fait un doctorat en biologie moléculaire, en cancérologie, et s'est spécialisé là-dedans, et cette célèbre barrière qui reste un mystère, la barrière hémato-encéphalique, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Alors maintenant, à McGill, j'ai regardé un peu vos projets de recherche. Là, j'ai vu choses intéressantes, la dynamique des neurofilaments dans les neuropathies. Moi, je vous lance sur la piste. Pourquoi est-ce si difficile de bien cerner la cause de cette maladie-là? Ah, ça c'est... Bon, merci pour l'invitation. Vous pouvez ne pas La répondre. première question est très piégée, intéressante, hein? piégée oui. Tout de suite. Pourquoi c'est très difficile de comprendre cette maladie en gros, pour simplifier, quand on a quelque chose qui se passe mal dans une cellule, dans notre corps, il y a une série de réactions qui se déclenchent. Des fois on les voit, des fois on les voit pas. Et la question est de savoir quelle va être la bonne réaction qui va amener vers la pathologie, vers la mort de cette cellule-là. De la cibler et puis éventuellement d'apporter une réponse. Donc on a, c'est un petit peu comme, c'est pas forcément un labyrinthe, imaginez-vous juste une forêt avec plein de voies et vous savez pas laquelle prendre. Donc vous en empruntez une et puis à un moment donné, vous allez frapper un arbre. Donc vous faites marche arrière et vous recommencez. Donc c'est un petit peu ça, tous les arbres sont notamment les neurofilaments et toutes ces protéines ou ces choses bizarres dont vous entendez parler, la SOD et d'autres gènes impliqués. Donc ça fait partie un petit peu du fonctionnement de ces maladies, de comment elles fonctionnent. L'intérêt de ces maladies, c'est que des fois, on a des mécanismes adaptatifs qui se mettent en route pour essayer de se protéger par rapport au développement de cette maladie-là. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu de jouer avec pour essayer de retarder la maladie quand on n'arrive pas réellement à trouver la cause. Donc j'espère que j'ai simplifié la chose suffisamment. Je reste ouvert aux questions plus approfondies. Mais il faut savoir que la recherche sur la SLA vit actuellement des moments assez intenses parce que il n'y a jamais eu autant de découvertes. C'est une maladie, pendant près de 100 ans, on n'a pas vraiment su qu'est-ce qui se passait. Et là, au cours des dernières années, on a plein de pistes et on va pouvoir les suivre. On va pouvoir les suivre et mais du coup, on a beaucoup d'espoir en fait sur aboutir à quelque chose d'intéressant en termes de traitement. Donc voilà. Vraiment, en 4 minutes. Bien, merci beaucoup, bravo. Mais on aura le temps de jaser plus longuement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, je vais faire une petite parenthèse parce que ça va peut-être nourrir la discussion tantôt. Bon, alors, on a eu cette année ce phénomène, on ne peut pas passer à côté. Moi, je suis journaliste, alors malheureusement, je vais dire les mots anglais là, qui vont faire naturellement sursauter le ice bucket. Défi glacé. Oui, le défi glacé, n'est-ce pas? Là? Donc, ce défi glacé qui a ramassé quand même 100 millions de façon planétaire et qui a donné pour le Canada un 16 millions. Et là, j'apprends que là-dessus, il y a un 10 millions que les associations ont donné à la recherche qui a été avec un appui du gouvernement de montant équivalent, un autre 10 millions. Donc, on a 20 millions pour la recherche. Donc, je crois que vous allez vivre possiblement là un appui, peut-être un âge d'or, peut-être, avec ces montants-là. Donc, c'est sûr qu'on vit une très bonne période parce que, comme je l'ai dit, on a identifié plus de causes et il se trouve aussi avec les levées de fonds, on a plus d'argent que d'habitude. Donc, on a aussi plus de moyens. Et on espère que la combinaison de ces deux facteurs fera une différence et on arrivera réellement à faire quelque chose.
Donc c'est sûr que le côté monétaire est toujours important, même si on n'en parle pas. Comme disait Cicéron, c'est le nerf de la guerre. Donc sans argent, on ne peut pas vraiment faire grand-chose en recherche. Bon, parfait. Passons maintenant au docteur Matt. Madame, vous avez fait votre cours de médecine à McGill. Ensuite, vous êtes tombé en amour avec Cleveland, c'est ça? À 2 reprises? Ouais. On peut pas appeler ça. Disons, c'est un endroit qui gagne à être connu, mais c'est pas un endroit pour une formation complémentaire après la neurologie. C'est ça. Alors, donc, vous êtes même spécialisé sur la SLA Cleveland. Et donc, vous travaillez à la clinique de la SLA des maladies du neurone moteur au CHUM. Donc, parlez-nous de comment la recherche clinique se passe actuellement ici à Montréal. Qu'est-ce que vous avez comme projet? On s'en va vers quoi pour les patients ici au Québec? Bien, disons, la recherche clinique, donc, c'est un grand, disons, le traitement principal qu'on peut offrir aux patients pour l'instant. En ce moment, il n'y a aucun projet clinique qui recrute au Canada. Dans la prochaine année, il devrait en avoir 2 à 3. Peut-être 4. Donc, il y a quand même de l'avenir là-dedans. Donc, moi, mon expérience comme neurologue, ben c'est sûr, dans ma formation aussi, j'ai pu me familiariser avec la recherche clinique. Et au retour, ben prendre la relève à la clinique de la SLA au CHUM. Donc, c'est sûr que quand on rencontre les familles, mais le patient, donc on a le processus diagnostique à faire de sclérose latérale amyotrophique qui a quand même ses difficultés du fait que les cas peuvent être un petit peu différents les uns des autres et c'est peut-être pour ça qu'on trouve pas qu'est-ce qui cause la maladie. On pourra en parler plus tard. Donc, même si on réussit à appuyer le diagnostic, c'est toujours... c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment de traitement curatif. Donc, on peut soulager les symptômes avec une équipe multidisciplinaire. On implique beaucoup de professionnels de la santé, d'autres spécialistes. Et on fait un grand travail d'accompagnement. Mais ce qu'on peut offrir au niveau peut-être plus curatif, un espoir du moins, mais c'est la recherche clinique. Et nous, comme médecins, bien sûr, on est impliqués parce qu'on a les patients, les gens qui vont en bénéficier, mais les gens qui peuvent nous aider à justement tester nos hypothèses. Donc, la recherche, dans le fond, c'est une façon de guérir le patient, nous, de trouver une façon comment soigner les suivants. Et aussi, bien, comme M. Bérard disait, bien, c'est pour les patients, c'est valorisant. Ils se disent, si ça me profite pas de mon vivant, ça profitera à d'autres dans le futur. Donc, il y a plusieurs formes de recherche. Il y a de la recherche observationnelle, donc par exemple des registres, des gens qui donnent leurs données personnelles sur l'évolution de la maladie, et puis on peut essayer de voir s'il n'y a pas des tendances, des groupes de patients qui pourraient répondre différemment. Il y a des banques de tissus humains auxquelles les patients peuvent décider de participer, par exemple donner des échantillons de sang, de liquide céphalorachidien, ça peut même aller au don de cerveau, au décès. Des fois, c'est du recueil plus spécifiquement d'échantillons pour des expériences spécifiques. Donc, par exemple, au CHUM, on collabore avec des laboratoires au centre de recherche. À McGill, probablement aussi, on fournit des échantillons à des gens qui font de la recherche plus fondamentale. Et puis, grâce à ces recherches fondamentales-là, on trouve des cibles potentielles qui pourraient nous mener à la découverte de médicaments. Et puis, ça mène à des essais cliniques ultimement, si tout va bien. Donc, un essai clinique, c'est quand on teste un médicament chez un groupe de patients atteints d'une maladie à la recherche d'un effet thérapeutique. Donc, ça implique de nombreuses évaluations, puis on développe une relation quand même assez près de nos patients, de leur famille à ce moment-là. Puis, c'est une situation gagnant-gagnant, donc dans le sens que le patient y gagne, dans le sens contribue, c'est valorisant, pourrait même avoir des bénéfices, mais pas toujours de la recherche. Pour le médecin, on satisfait une certaine curiosité intellectuelle, on sent qu'on fait la bonne chose pour nos patients, qu'on a quelque chose à leur offrir de plus. Puis c'est enrichissant, en fait, pour l'ensemble de la collectivité, si un jour on trouvait une solution à la maladie. Puis, il faut réaliser que les essais cliniques, c'est pas seulement des médicaments, ça peut être aussi l'évaluation d'appareils, l'évaluation de techniques, par exemple en orthophonie, en physiothérapie, développement de différentes techniques
pour soulager certains problèmes et aussi l'évaluation de la qualité des soins. Qu'est-ce que les patients pourraient désirer là, finalement? Bien, merci beaucoup. Ça nous donne une première perspective. On y reviendra tantôt. Passons maintenant à M. Vincent Dumez. Alors, M. Dumez, vous êtes quelqu'un qui a décidé de s'impliquer depuis 2010 dans ce partenariat, vous y croyez profondément, je crois, entre le patient et le système de santé. Je crois que vous avez personnellement vécu, malheureusement, un épisode de santé difficile ou le sang contaminé. Hein. Je crois que c'est ça que vous avez été victime de ce célèbre épisode dans l'histoire du Québec du sang contaminé. Et vous avez décidé, un peu comme M. Bérard, de vous lever debout et de dire, il y a peut-être des solutions dans la relation entre le patient et le système de santé. Une maladie aussi forte que la SLA, une maladie qui est difficile. Qu'est-ce que votre perspective dans la formation des médecins, dans la façon dont les patients doivent interagir avec le médecin, comment est-ce que quelqu'un peut vivre avec cette maladie-là dans la dignité? Alors, je suis loin d'avoir vécu, bien entendu, ce type d'expérience-là, quoique j'ai été séropositif dans les années 80, à une période de ma vie où il y avait pas vraiment de solution. Donc, j'ai vécu aussi pendant de longues années avec une échéance. Alors, ce qui est important, d'abord quand on parle des patients ici, il faut inclure aussi les proches. Je pense que quand on parle beaucoup des patients, c'est normal, mais il y a aussi le fardeau est aussi amené par les proches. Donc, quand on parle de participation des patients ou de partenariat avec les patients, on inclut les deux dynamiques qui sont des dynamiques différentes. Particulièrement dans des maladies graves ou des maladies avec une finalité assez rapide, ça peut effectivement le fardeau est assez lourd, donc la contribution est pas forcément la même et les enjeux sont pas forcément la même. Ce qui est d'ailleurs sous-estimé dans la recherche, dans le sens que je sais pas dans le contexte de la SLA particulièrement, mais on va souvent se concentrer sur les facteurs, sur la recherche biomédicale et la recherche clinique, ce qui est normal, parce qu'on veut trouver absolument une solution. Mais en même temps, il y a des gens aussi qui vivent avec la maladie, des patients pendant plusieurs années, puis des familles pendant ces années-là, puis aussi plus tard, aussi après. Donc en fait, la recherche, la participation des patients à la recherche va amener notamment, et c'est ce qu'a amené au niveau du VIH, et beaucoup de pression sur découvrir une solution, mais aussi d'accompagner, de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec la maladie au quotidien, de vivre à la maison, de vivre avec sa famille, quel est le fardeau pour les familles, comment les patients entre eux, puis j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'avoir des chums SLA, c'est-à-dire comment les patients entre eux se passent les savoirs aussi, comment les savoirs se construisent de patient en patient. J'ai adoré cette métaphore, nous on s'intéresse beaucoup à ça à la faculté de médecine. Ce n'est pas qu'une métaphore. Non, c'est une réalité, effectivement. Comment de patient à patient, tous ces savoirs expérientiels se cumulent. Hein, c'est souvent sous-estimé par le monde de la recherche, en général, scientifique, qui a du mal à valoriser ces savoirs-là. Dans le VIH, par exemple, au départ, ça a été très difficile de faire comprendre aux chercheurs que l'expérience de vivre avec cette maladie-là avait une valeur ajoutée pour les chercheurs aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup défendu cette idée-là de dire les savoirs expérientiels des patients, les savoirs expérientiels des familles, ce sont des valeurs ajoutées extrêmement importants pour la recherche. Alors, pour la recherche, dans le cadre de patients ou de familles ou de patients impliqués dans des protocoles, mais aussi de patients, et aujourd'hui c'est ça que les IRSC ouvrent comme optique, c'est des patients impliqués aussi dans les orientations de recherche, donc comme partenaires de recherche, pas seulement comme partie prenante ou participant à des protocoles de recherche, mais aussi comme est-ce que les familles, est-ce que les patients ont un mot à dire sur quel type de recherche on fait, comment on utilise l'argent. Les patients sont beaucoup utilisés pour les levées de fonds, mais encore peu utilisés justement pour cette réflexion-là. Alors, c'est tous ces mécanismes de partenariat, de participation qu'on expérimente aujourd'hui. Les instituts de recherche en santé du Canada sont très sérieux là-dessus. Beaucoup des appels d'offres, d'offres où ils donnent de l'argent pour les recherches maintenant, exigent l'implication des patients dès le début des projets de recherche et des proches aussi, pour effectivement qu'on ait une vue systémique des choses. Alors, donc, nous, on est une équipe constituée de patients, de professionnels de la santé, employés à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et en fait, on aide les équipes de recherche à bien intégrer les patients dans les protocoles, à bien intégrer les patients aussi dans la réflexion sur ces orientations de recherche. Et je pense que dans une maladie comme celle-là, avec des patients qui se passent le relais,
un travail sur comment ces savoirs se cumulent de patient en patient, puis comment tous les patients, à travers l'historique de cette maladie, contribuent, mettent leur pierre à la découverte de nouvelles façons éventuellement de solutions, mais aussi de façons de vivre, de le vivre le mieux possible dans ces conditions-là. C'est une valeur ajoutée énorme pour la recherche sur la SLA. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on les remercie. Ils ont été très rapides. Pour moi, il y en a animé beaucoup. C'est probablement la plus rapide de tous. Moi, la façon dont je vois cette maladie-là, ça fait 30 ans que je fais des reportages sur des maladies. J'en ai fait beaucoup. Je trouve que dans la majorité des cas, c'est une maladie qui peut être de courte durée, en 3 ans. Quelqu'un part du point A au point Z en étant finalement quelqu'un qui souffre, on dirait, d'une maladie différente au fur et à mesure qu'elle évolue. Ses besoins sont différents. Les intervenants dont cette personne a besoin varient dans le temps. J'aimerais savoir si nous sommes suffisamment équipés actuellement au Canada et au Québec pour répondre, l'ensemble des intervenants, là, pour répondre à cette demande d'évolution dans le service, d'évolution dans le traitement médical. Est-ce qu'on est bien outillé? Qui veut répondre à cette première question? Dr. Matt. Je peux commencer. Là, disons que j'ai un échantillon quand même assez bon du fait que je partage l'expérience malheureuse là, des patients et de leur famille. Donc, disons, on ne peut pas nier que tout le monde est de très bonne volonté. Le Québec est relativement favorisé par rapport à d'autres provinces. Donc, la Régie de l'assurance maladie paie beaucoup d'équipements que d'autres provinces ne paient pas. Donc, les sociétés SLA d'autres provinces consacrent beaucoup plus de leur budget pour des besoins presque de base, là. Le réseau des CLSC, des hôpitaux, est quand même assez impliqué. Donc, SLA, c'est 3 lettres qui ouvrent beaucoup de portes, mais c'est sûr qu'il y a des CLSC qui, pour toutes sortes de raisons, selon leurs priorités, leur mission, vont consacrer moins de soins, moins d'argent, donc moins de soins aux patients souffrant de SLA. Donc, c'est un peu par code postal aussi. On a un peu des soins qui peuvent varier. Il y a beaucoup d'inventivité là, dans chaque milieu pour s'assurer que tous nos patients ont ce dont ils ont besoin. Je dirais que le bas blesse quand on veut être maintenu à domicile, mais qu'on a des pertes physiques très importantes. Dans les meilleurs des cas, ce qu'on a pu voir, c'est peut-être une 30aine d'heures de soins à la maison par semaine, et c'est dans les exceptionnels, là, je dirais. Donc, du gardiennage, des gens qui peuvent plus rester seuls, des gens qui ont besoin d'aide lourde pour passer du lit à leur fauteuil roulant. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas nécessairement finir leur jour à la maison. En milieu urbain, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, donc c'est une complexité supplémentaire. Puis aussi, c'est qu'on compte beaucoup sur les proches aidants qui manquent d'appui, de répit. Donc, il y a beaucoup d'efforts récemment à la Société SLA pour intégrer un peu plus d'activités pour les aidants. Donc, je pense que... mais il y a donc, c'est ça, des ressources... mettre en place des ressources de gardiennage, de soins, c'est plus difficile, là. Est-ce qu'on a évalué combien ça coûte traiter un patient de la SLA qui a une espérance de vie de 3 ans? Est-ce que c'est plus lourd qu'une autre maladie à traiter? Je ne saurais pas dire, là, ça... Les chiffres, je sais faire des règles de 3 pour des prescriptions, puis c'est tout, là. C'est bon. Ma deuxième question, avant de vous laisser le micro, est-ce qu'on ne devrait pas, quand on fait de la recherche clinique ou fondamentale, inclure tout le monde dans le portrait? Inclure la famille, inclure les proches aidants, inclure le patient, parce qu'on parle du patient ici, c'est le focus, mais c'est une maladie qui, moi, pour avoir suivi Bruno Bonamigo, sa famille était là à 100%, 24 heures sur 24, ça fait partie de la pathologie, de l'expression de la pathologie, comment on la gère. Est-ce que l'avenir n'est pas dans finalement une participation non seulement patiente, mais de l'ensemble des intervenants autour du patient? En ce moment, en recherche clinique, par exemple, quand on teste un nouveau médicament, il y a une évaluation, dans le fond, ça fait un peu mal aux oreilles d'entendre ça, mais le fardeau de l'aidant, donc un questionnaire assez standardisé qu'on passe pour voir s'il y a une impression de changement, là.
si ça soulageait. Bon, malheureusement, il n'y a pas de thérapie à ce jour qui est assez efficace pour qu'on y voit un changement, mais c'est la préoccupation concrète que je vois. Il y a peut-être autre chose qui se développe à l'université ou plus en sciences sociales. Monsieur Dumais, vous, est-ce que vous voyez ça quand de cet œil-là? Oui, puis ça va. En fait, tout à l'heure, on parlait des savoirs qui se partagent entre patients, entre proches, à travers les réseaux sociaux ou d'autres approches. Donc ça, c'est une bonne source d'information, éventuellement, enfin, qui démontre en tout cas qu'il y a des savoirs qui sont là, qui sont présents et qui sont mobilisables. Déjà, dans plein d'autres maladies, on le fait. Par exemple, il y a des plateformes comme Patient Like Me aux États-Unis où les patients échangent sur des blogs et cette information est réutilisée pour comprendre mieux effectivement les réalités. Mais en plus, on trouve des solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé juste en pilotant ces échanges-là, comme les patients font en se parlant les uns aux autres ou les familles. Donc, je crois le problème, c'est que dans ce type de maladie-là, on va toujours avoir tendance, encore une fois, à se concentrer profondément sur le curatif. Et c'est normal, c'est une tendance normale. Mais en même temps, encore une fois, il y a des gens qui vivent avec la maladie au quotidien. On voit effectivement dans des conditions difficiles, parce que dans la première question que vous posez, généralement, les problèmes se posent dans les transitions. Les transitions entre la clinique spécialisée, éventuellement la réadaptation, le CLSC, les membres de la famille qui se mobilisent à tour de rôle. Donc, c'est toute cette coordination-là. Et ça, on comprend généralement pas très bien comment ça marche. Et on part du principe qu'il n'y a pas forcément besoin de recherche pour comprendre ça. Ce qui, à mon avis, est un petit peu problématique. Alors, parlons, une dernière question, ensuite, je vous jure, je vous donne le micro. La recherche fondamentale là-dedans, est-ce que vous pensez qu'elle est laissée pour compte au Canada ou qu'on en fait suffisamment? Non, je pense que la recherche fondamentale est quand même bien soutenue. Mais ce que je voudrais noter, c'est que quand on veut travailler sur des maladies, il faut apprendre un petit peu une approche différente. Et en fait, là où le rôle du patient prend toute sa place, c'est que jusque présent, la manière dont on avançait était très linéaire. C'est-à-dire on développe un médicament, on suit toute une série de phases cliniques, phase 1, phase 2, etc. Ça prend plusieurs années. On a le résultat. On n'échoue pas, et puis voilà. On retourne avec ça à la maison, et puis on ne sait pas trop quoi en faire. La plupart du temps, on abandonne. Et on recommence de zéro. Maintenant, je pense qu'il faut améliorer ça, il faut introduire ce dialogue-là. En fait, ce qui va nous faire avancer plus rapidement, ça va plutôt être les allers-retours. Les allers-retours entre la recherche, le patient, et ce partage de savoir, de connaissances que le patient peut avoir, qui peut être utile. En effet, il peut se passer quelque chose au cours de la maladie qui paraît simplement anodin, mais qui peut nous orienter vers certaines pistes. Et puis à ce moment-là, nous guider vers des possibilités de traitement. Donc je pense que c'est surtout aussi une redéfinition un petit peu de nos modes de fonctionnement qui va être important. Et ça, c'est pas facile quand il faut se remettre en cause des techniques et des pratiques. Mais je pense que j'ai bon espoir par rapport à ces nouvelles approches qui émergent un petit peu, et ces allers-retours entre la recherche et le patient, comment le patient vit, les réactions. Et je pense que c'est important, et la solution est probablement là. J'étais intéressée de savoir s'il y avait des collaborations qui se faisaient entre le Canada et les États-Unis. On a récemment entendu parler du protocole GM604. On a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Donc, on voulait savoir si on pouvait avoir plus d'informations, peut-être plus spécifiquement sur cette possible collaboration-là. Bien, faut comprendre que pour en arriver à commercialiser un médicament, il faut qu'un médicament soit testé sur plusieurs groupes de patients, plusieurs sites, puis aussi plusieurs pays. Donc, au Canada, entre autres choses fructueuses qui sont arrivées dans les 10 dernières années, c'est la création du consortium de recherche canadien, le CALS, qui est dans le fond, quand on a la rencontre de recherche de SELA Canada, il y a cette rencontre-là entre chercheurs. Donc, on se dit, en groupe de chercheurs, des dizaines de cliniques SLA qu'il y a au Canada, on peut attirer une compagnie à venir dans notre pays puisque les législations sont similaires de province en province, les façons de faire. C'est ça?
C'est-tu nous autres, ça? C'est vous autres, ça. Ben oui, c'est nous, ça. Je vous garde dans mon cœur, vous voyez. C'est ça. Donc, c'est nous, ça. Donc, c'est le CALS. Et puis, donc, il y a cette façon-là. Il y a aussi, via le Northeast ALS Consortium, dont on fait partie. Donc, ça, c'était une association de Nouvelle-Angleterre. Et puis, en fait, c'est rendu international, mais donc ça, c'est une façon dont on collabore avec les États-Unis, certaines études avec eux. Faut réaliser qu'il y a quand même pas mal de recherche qui est développée par l'entreprise privée. Donc, à ce moment-là, des fois, ils vont utiliser notre réseau de recherche parce qu'ils savent qu'on est bien organisé, puis on peut leur présenter des chiffres, là. On est bon, on répond à vos questions à temps, on a plein de patients. Mais des fois, ils sont plus... ils choisissent un peu plus. Pour aller dans des projets spécifiques, je dois dire, des fois, il y a des accords de confidentialité qui font qu'on peut pas dire... mettre dans le domaine public toute information. Génervon, autant qu'on sache, n'a pas de contact au Canada. Je dois dire que, c'est un peu mystérieux parce qu'il y a peu de publications scientifiques sur leurs produits à ce jour. Ils ont émis des communiqués de presse comme quoi le médicament avait été presque miraculeux pour certains patients, ce qui est fantastique pour ce patient-là, mais est-ce que ça se reproduit chez d'autres? Tout ça. Donc, il faut être un peu circonspect. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, l'histoire de Génervon, c'est que oui, il y a cette entreprise-là qui dit on a ce bon produit-là, on passe à travers le protocole de la Food and Drug Administration, un peu l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis. Mais c'est des pétitions de patients qui s'impliquent pour que le médicament soit mis sur le marché plus vite, autorisé plus rapidement pour essai. Puis ça va aussi avec une autre initiative de patients aux États-Unis qui est permise dans certains États où on voit de l'aide, c'est The Right to Try Initiative. Donc, comme quoi on modifierait les lois, comme quoi, les gens pourraient faire la demande auprès de compagnies pour avoir des médicaments qui sont soit pas encore indiqués pour la SLA ou pré-commercialisation, avec les périls que ça pourrait avoir pour le développement de certains projets de recherche, mais c'est une façon dont les gens tentent de régler leurs problèmes. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, moi, je vais aller dans le sens que on comprend qu'on est atteint d'une maladie incurable, une maladie orpheline. Vous l'avez dit tantôt au niveau des ratios, des statistiques. Au-delà de ça, il y a comme deux écoles de pensée. Et il y a l'étude clinique traditionnelle, l'étude clinique scientifique. Et c'est à laquelle moi j'ai adhéré à 2 reprises, qui permettent vraiment, avec sans aller dans tous les détails, mais c'est la plupart du temps, ces recherches-là, cliniques, sont à double insu et avec un effet avec le placebo. Double insu, ça veut dire que le patient et le médecin traitant ne connaissent pas si le patient prend le médicament ou pas. Donc, ça peut être un placebo et c'est toujours de façon aléatoire, mais c'est quand même bien contrôlé par le commanditaire de la recherche. Alors, ça, je vous dirais, cette façon de faire qui est traditionnelle, je pense que si on s'en va à partir de la recherche fondamentale et on va éventuellement vers des protocoles de recherche, oui, c'est long, c'est ardu, mais quand même, c'est bien contrôlé. C'est-à-dire que s'il y a réellement des améliorations notables à partir d'un certain protocole, la façon que c'est évalué, on va être certain qu'au moins on va aller de l'avant, phase 2, phase 3, on espère aller une phase 4. Et ça permet d'être vraiment, de façon scientifique, c'est bien géré. Où ce que là, le bas blesse, c'est dans le cas, par exemple, du GM6, où là, il y a certaines malversations. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on sait pertinemment que la compagnie Génervon a mis des noms de personnes sur des
rapport et ces personnes-là étaient notables, mais n'étaient pas d'accord, n'avaient pas donné leur accord. Ça, c'est le genre de comme une biographie là, qu'on n'autoriserait pas, là, par exemple. Alors, il y a tout le phénomène des réseaux sociaux qui rentrent. Mais à ce jour, le GM6, tout le monde parle du GM6, mais ça n'a rien prouvé, il n'y a rien qui est arrivé. On fait des pressions sur la FDA. Et là, ça amène l'autre école de pensée qui dit, bon, regarde, on n'a rien à perdre, c'est une maladie incurable, on va mourir d'une façon ou d'une autre, puis on est prêt à essayer n'importe quoi pour survivre. Mais c'est dangereux, ça, au niveau médical, parce que, premièrement, on peut mettre la santé de la personne en péril, et c'est les risques reliés à essayer n'importe quoi, n'importe comment. Et l'autre côté, c'est qu'on n'aide pas la recherche, parce que statistiquement, on n'a rien. Je veux dire, si c'est du bouche à oreille, puis dire, ben regarde, toi, essaye ça, puis moi, personnellement, je ne donnerais pas de conseils nécessairement à des gens dans ce sens-là. Regarde, c'est libre choix. Oui, tu peux essayer. On a entendu parler de telle chose. Mais moi, personnellement, je n'ai pas essayé ces choses-là. Je suis resté toujours dans le côté plus scientifique. Mais ça, c'est ma part des choses. C'est la façon que moi, je vois ça. Est-ce que d'un point de vue clinique, on a parlé des deux versions de la SLA, la version héréditaire plus rare et la version sporadique. Est-ce que d'un point de vue clinique, il y a des différences notables entre les deux? Est-ce qu'on est capable de repérer des différences? Donc, je réponds à la partie clinique, là. Donc, en fait, cliniquement, la première question, c'est est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui ont souffert de maladies dégénératives? Donc là, déjà, ça nous donne une idée si ça pourrait être héréditaire. Ensuite, plus spécifiquement, la SLA c'est une maladie surtout des systèmes moteurs, mais il y a aussi des atteintes cognitives qui sont présentes à divers degrés, là. Et en fait, même pour être exact, il faudrait placer la SLA sur un spectre avec la démence frontotemporale. Et puis, sur une base clinique, s'il y a beaucoup d'atteintes cognitives, au point de parler de démence, là, la probabilité que ce soit génétique, par exemple une mutation dans les plus fréquentes, là, pourrait être plutôt en cause. Mais c'est vraiment l'histoire familiale là, qui va nous dire. En termes de phénotype clinique, sinon, les SLA qui commencent très jeunes. En termes de développement, il n'y a pas de différence. En termes de développement entre les deux variantes, il n'y a pas de grande différence. Autrement dit, si le patient ne sait pas si dans sa famille il y a eu des cas héréditaires, est-ce que vous pourriez le découvrir? Oui, en fait, on peut le découvrir si on fait les tests génétiques. Donc, il y a... en fait, est-ce que tu veux parler un peu comment on fait de la recherche en génétique? Mais en gros, on s'est rendu compte que dans des groupes d'SLA apparemment sporadiques, donc il n'y avait aucun membre de la famille impliqué, on peut avoir jusqu'à 25-40% de la population sporadique qui est atteinte de mutation là, pour le C9ORF. Encore là, ça dépend de la population. Je ne suis pas certaine que ce soit vrai au Québec. Donc, peut-être. Oui, alors pour répondre un petit peu à la question, d'un point de vue, moi je vais me concentrer un petit peu sur l'aspect moléculaire, c'est-à-dire l'aspect biologie de la maladie. Jusque présent, on pensait un petit peu que la maladie, on appelle l'ASLA, on avait un gène, le SOD, très connu, et puis qui reproduit assez bien la maladie quand on le modélise chez des animaux ou dans des cellules. Donc on a travaillé longtemps là-dessus, et les dernières années, en fait, ont mis en évidence qu'il y avait d'autres gènes impliqués dans la maladie. Donc là, je parle des formes génétiques pour lesquelles, justement, on avait des ressources de familles, de patients. On a été capable d'aller chercher quelles étaient les mutations communes chez ces patients. Donc c'est là aussi où l'importance du patient prend sa place, parce que ça nous permet justement de faire ces avancées-là. En bout de course, on s'aperçoit que finalement la SLA, c'est en effet quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça, et c'est probablement plus un syndrome qu'une maladie homogène. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome? C'est un espèce de sac fourre-tout où on a différents aspects la maladie se déclare de manière différente. Est-ce que ça veut dire qu'on peut les traiter tous de manière similaire? Probablement pas.
Ce qui est probablement aussi la cause de nos échecs jusque présent, c'est de vouloir traiter toutes ces formes de SLA de la même manière. Et en effet, elles ne peuvent pas répondre de la même manière si on ne s'attaque pas au bon problème. Donc ça, c'est des avancées récentes. Il y a en effet des gènes qui sont identifiés dans les formes sporadiques maintenant. Le C9orf, on ne sait toujours pas à quoi sert ce gène, honnêtement. On l'a identifié, on sait qu'il est impliqué dans la maladie. À quoi il sert, aucune idée. Absolument aucune idée. Il est très présent dans les populations européennes. Et en effet, on commence à apercevoir beaucoup de mutations dans ce gène-là. Sur les autres formes sporadiques, on a aussi toutes les coupables classiques qu'on sort de temps en temps et dont on n'arrive pas vraiment à identifier leur rôle. Il y a probablement le transfert, si vous voulez, des connaissances de la génétique sur les formes sporadiques nous apprend qu'il y a un set de gènes qui est modifié, qui est impliqué dans quelque chose d'assez compliqué, qui est justement la régulation de comment on va fabriquer nos protéines, comment on va fabriquer nos cellules. Et donc, possiblement, c'est ce qu'on appelle des modifications qui sont épigénétiques, donc au-delà de la génétique. Et c'est des choses qui commencent un petit peu à émerger dans la SLA et qui pourraient expliquer pourquoi certains programmes génétiques peuvent être verrouillés ou pas, et qui pourraient donner du sens aussi sur pourquoi cette maladie est principalement sporadique. On peut aller dans les détails plus profonds si vous voulez. Est-ce qu'il y a des déclencheurs environnementaux pour les phénomènes épigénétiques? Alors, c'est une science qui est assez récente en fait. On ne connaît pas grand-chose. Oui, il y a probablement des déclencheurs environnementaux. Comme marqueur épigénétique, il y a une modification qui est due au glucose, par exemple, mais qui n'est pas forcément identifiée encore dans la SLA, mais qui est identifiée dans d'autres maladies. Donc, qui verrouille un petit peu le programme, votre cellule, et qui l'empêche de fonctionner. Il y a aussi des modifications directement dans les gènes avec les histones. Comment ça marche, honnêtement, c'est très récent. Donc là encore, on ne sait pas, on cherche, on espère trouver des solutions. Mais c'est des pistes assez intéressantes pour une maladie comme la SLA, justement par sa nature sporadique, et pourquoi un individu va être affecté et puis pas l'individu de la même famille qui a mangé la même chose, qui a fait les mêmes choses. Donc en effet, on aurait une explication pourquoi ça frappe un petit peu de manière aléatoire. Donc ça, c'est des pistes de recherche très nouvelles, très récentes qu'on explore. Et on verra où ça nous mène pour la SLA. On se situe comment par rapport à d'autres pays sur la recherche? Alors la recherche sur la SLA au Canada est très bonne en fait, est vraiment excellente. Donc là, je peux pas dire on va faire un cocorico, petite référence française, mais la recherche sur la SLA au Canada est très bonne. Je crois que David Taylor, qui est directeur scientifique de SLA Canada, a fait un petit classement, et la recherche scientifique... Ah, bah, super. J'étais pas sûr de me rappeler exactement les chiffres. Le partenariat patient-chercheur, voilà. C'est bon. Tu m'en dois une, Benoît. C'est ça. C'est ma mémoire maintenant. Vous voyez comment ça marche. Donc le Canada est classé 7e, est classé dans le G8. Donc dans les 8 premières, si on fait un espèce de classement des pays qui sont plus actifs dans la recherche sur la SLA. Donc le Canada se classe vraiment bien. Et puis maintenant, voilà, donc on est premier après toutes ces années. Et c'est une courbe qui est en croissance depuis 2002. Il faut savoir aussi que la stratégie de recherche sur la SLA au Canada est assez intéressante parce que on en bénéficie, on en a bénéficié, où la société met de l'argent sur la table,
va chercher aussi des partenariats avec d'autres organisations. Je crois que cette année, avec le Ice Bucket Challenge, il y a eu une association avec Brain Canada où ça a permis de doubler les fonds. Le chiffre exact, c'est 10 millions. Oui, plus le 10 millions. Plus le 10 millions de Brain Canada. Donc, au total, les patients vont chercher 10 millions, mais avec d'autres partenariats, on a 20 millions pour la recherche. Mais maintenant, j'aimerais savoir si, dans votre cas, si on fait la même chose avec le Movember pour le cancer de la prostate et les marches pour le cancer du sein, est-ce que le saut de glace va devenir obligatoire pour continuer à tenter de pallier financièrement à la recherche dans les prochaines années, selon vous? Ben, en fait, présentement, il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est certain que le Ice Bucket a été reconnu mondialement, a été reconnu ici au Québec, au Canada, puis un peu partout sur la planète. On va célébrer au mois d'août l'anniversaire de ce phénomène-là. Je ne vous cacherai pas qu'on est présentement en train de cogiter et essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que si on se met dans le contexte du Movember, lorsque c'est arrivé la première fois, je pense que c'était en Australie où ça avait débuté là-bas. La première année, ils avaient eu quand même un succès mitigé. Et c'est à la suite, ils n'ont pas désespéré, puis ils ont continué. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est on ne lâche pas le bucket. et on continue à s'investir. Quelle tournure que ça va prendre, on ne sait pas encore. Est-ce que ça va faire... je pense que le phénomène Facebook ou le phénomène des réseaux sociaux comme on l'a connu, je ne crois pas que ça revienne de cette façon-là. Par contre, nous, on a vraiment l'intérêt à continuer à faire connaître la maladie. Moi, je suis ici ce soir, c'est pour parler de la recherche, pour parler des gens atteints, c'est pour parler des gens qui sont aidants, mais aussi, ça va passer à la télévision, donc on veut faire connaître cette maladie-là. Et l'Ice Bucket nous a permis, oui, un certain tremplin, mais là, il ne faut pas lâcher. Hein. On a le momentum avec nous. Et je pense que les chercheurs, c'est ce qu'ils s'attendent de la part de la communauté. Et justement, ce succès de recherche-là, est-ce que c'est important? C'est un moteur pour aller chercher à l'étranger aussi des bons chercheurs, des nouveaux chercheurs, des chercheurs canadiens, mais des chercheurs à l'étranger. Est-ce qu'on sent cette mobilisation-là? Est-ce que notre succès attire l'excellence en recherche? Oui, le succès attire l'excellence, ça fait pas de doute. On attire des étudiants, on attire des chercheurs étrangers. Moi, je suis venu pour travailler sur la SLA de France. Voilà. Donc voilà, on attire des chercheurs étrangers en étant au top de la recherche. Donc c'est important de continuer à être dans ce mouvement-là. Il y a aussi, ça nous permet d'engager des collaborations. Je parlais d'aller chercher de l'argent ailleurs. Si on prend justement le cas du docteur Durham, qui est aussi mon mentor, grâce à l'argent qui a été investi, on a pu avoir un fonds de recherche européen où on a monté des collaborations avec des équipes européennes, françaises, israéliennes, dans un gros programme de recherche. Et donc là, on est allé chercher aussi de l'argent, des compétences à l'extérieur. Et je pense que sans ce dynamisme de la recherche sur la SLA ici au Canada, on ne pourrait pas réaliser de tels exploits. Donc ça ne fait pas de doute qu'il faut qu'on continue sur cette voie-là. Ouais. Bon, bien écoutez, j'aimerais vous remercier tous les quatre et j'aimerais faire un petit effort de synthèse. Moi, j'aime toujours terminer un café en essayant de voir qu'est-ce qu'on a retenu, du moins moi, le journaliste qui est habitué de faire ça au téléjournal. Du côté du patient, M. Bérard, si je comprends bien, bon, outre votre enthousiasme et votre dévouement qui est complet, je retiens qu'il y a un désir de la part de tous les patients qui souffrent de cette maladie-là de participer à la recherche, d'être proactif. Vous n'avez pas beaucoup de pistes, mais toutes les pistes qui passent, je crois qu'il y a une volonté de la part de vous d'y participer. J'ai également senti que oui, c'est pas simple, les besoins sont complexes. Il faut que le patient propose au système de santé des choses et que le système de santé les prenne à sa charge, puisqu'on ne peut pas individuellement comme patient prendre en charge des grands projets. Je retiens ça. Merci beaucoup. Si je regarde à côté de la recherche avec M. Gentil,
Ben moi, j'apprends qu'on est des leaders. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle que la recherche soit de bonne qualité ici au Canada, que ça attire des gens comme vous et que vous avez un plan de match. Donc, on n'a pas de nouvelles molécules encore, beaucoup de nouvelles molécules sur les plans, mais fondamentalement, on s'est donné un projet 2017 pour tenter d'avoir des cibles et on se situe comme des leaders en recherche dans le G8. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires. Docteur Matt, ben là, moi, je découvre que le CHUM a quand même un rôle central à jouer dans les traitements, dans l'approche clinique, dans la recherche. C'est pas toujours facile, c'est des petites cohortes, c'est pas beaucoup de patients. Il faut travailler très fort, je crois, pour leur donner exactement tout ce qu'ils ont besoin au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et Vincent Dumais, l'homme qui veut faire participer le patient dans l'ensemble du projet. Je pense que vous nous avez donné des exemples intéressants avec l'autre maladie, la sclérose en plaques. Et là, bon, ben, on n'en a pas parlé, mais là aussi, il y a des dérives parce qu'on sait que les gens ont soif de traitement. Il y a Dr Zamboni qui avait proposé une solution qui s'avérait miraculeuse, mais qui ne l'est pas du tout. Il faut faire attention, je crois, pour votre maladie également. Pour des nouvelles molécules, il faut être très, très, très prudent. Et vous avez également beaucoup parlé de comment il faut que tout le monde participe, à la fois les parents, les proches, les aidants. Il faut que tout ce monde-là, en fait, fasse partie, si je comprends bien, des solutions, des pistes de recherche clinique pour améliorer le sort de ces gens-là. Merci beaucoup, M. Dumais. Merci. Bien, merci à vous d'avoir été attentif, d'avoir posé beaucoup de questions. Merci beaucoup.